Le Nigeria se donne les moyens de booster son secteur agricole. Le pays s'engage à mettre à la disposition des agriculteurs 1 million de tonnes d'engrais. Bientôt la création d'un fonds de développement agricole au Gabon. La nouvelle a été annoncée en Conseil des ministres. Enfin, le prix de l'Internet mobile est au cœur d'une controverse politique au Zimbabwe. Bonne nouvelle pour le secteur agricole nigérian. Le gouvernement fédéral s'est engagé à mettre à la disposition des agriculteurs pour la saison pluvieuse 1 million de tonnes d'engrais d'ici le mois de mars. L'annonce a été faite par l'Association des fournisseurs et producteurs d'engrais du Nigeria, FESPON. L'association précise également que des sacs d'engrais NPK et d'urée seront fournis aux agriculteurs au prix de 5 500 naira, soit 17,5 $. En outre, une tournée a été lancée dans 36 sociétés de production d'engrais réparties à l'intérieur du pays. L'objectif est d'identifier celles qui sont les plus aptes à fournir l'engrais aux producteurs et encourager la production locale de la denrée. L'Association des fournisseurs et producteurs d'engrais du Nigeria estime à 63% la quantité de matières premières nécessaires à la production d'engrais. Quant aux besoins d'importation d'engrais nécessaires pour satisfaire la demande locale, ils ne seront que de 37% selon l'association. Le groupe singapourien Olam a injecté 300 milliards de francs CFA dans le développement de 3 palmeraies au sud du Gabon. Objectif, produire 250 000 tonnes d'huile de palme à l'horizon 2025 afin de faire du Gabon le leader dans le domaine de la production d'huile de palme en Afrique. À juste titre, le groupe a acquis plus de 43 000 hectares de terre dans 3 localités du sud du Gabon, où sont plantés 38 300 hectares de palmiers à huile sur une prévision globale de 43 300 hectares. Par ailleurs, Olam a engagé la construction sur une superficie de 7 hectares d'une usine d'une capacité de traitement de 90 tonnes de régime de noix de palme à l'heure. Faire du Nigeria le second producteur africain de l'anacarde à l'horizon 2020 et faire de la noix de cajou l'un des plus importants produits d'exportation du pays. C'est le défi que se lancent les producteurs nigérians avec une projection de production annuelle de 500 000 tonnes. Selon le président de l'Association nationale de l'anacarde du Nigeria, cet objectif est bien réalisable étant donné que pratiquement tous les États du pays ont le potentiel pour cultiver l'anacarde. D'ailleurs, la superficie consacrée à la culture de l'anacarde sera augmentée de 340 000 hectares, ce qui portera la superficie totale dédiée à la culture à 500 000 hectares et permettra par la même occasion de tirer annuellement à l'horizon 2020 650 millions de dollars de recettes des exportations de noix de cajou contre 253 millions de dollars enregistrés en 2015. Notons que pour l'heure, le Nigeria est le 6e producteur africain de noix de cajou avec une production annuelle qui se chiffre à 150 000 tonnes. Le Gabon va bientôt accueillir un symposium destiné à jeter les bases de la création d'un fonds de développement agricole. Y sont attendus les acteurs de la filière, les opérateurs publics et privés du secteur agricole, ainsi que les hommes des médias. Il s'agira pour eux d'échanger et d'apporter leur contribution et adhésion à la création de ce fonds de développement agricole, lequel fonds vise à sortir le Gabon de la dépendance alimentaire dans laquelle il se trouve plongé du fait des importations massives de denrées alimentaires.
En effet, le pays dépense chaque année pour les besoins en aliments de ses populations plus de 300 millions de francs CFA. En 2015, par exemple, ce sont 370 milliards de francs CFA qui sont sortis du pays pour acheter de la nourriture en Occident et en Amérique. Pourtant, le Gabon dispose d'une réserve importante de terres arables d'environ 5,2 millions d'hectares et d'un climat propice à l'activité agricole avec une pluviométrie annuelle de 1450 à 4000 mm. Toute chose qui pourrait stimuler la création annoncée du Fonds de développement agricole. Au Zimbabwe, la polémique a éclaté la semaine dernière lorsque l'autorité de régulation des télécoms, POTRAZ, a imposé sans discussion aux 3 opérateurs qui se partagent le marché local de la téléphonie mobile une augmentation des tarifs de l'Internet. La POTRAZ a expliqué que cette augmentation annoncée visait à maintenir un délicat équilibre entre un prix abordable et la viabilité des opérateurs. Un argument aussitôt balayé d'un revers de main par les défenseurs de la liberté sur les réseaux sociaux. Selon la nouvelle grille, télécharger 1 mégaoctet de données sur son téléphone portable pourrait coûter 2 centimes de dollars, soit $20 le gigaoctet. Un luxe inaccessible pour la plupart des quelques 12 millions d'usagers d'un pays au bord de la catastrophe économique et financière. Les consommateurs doivent maintenant dépenser plus pour se connecter et communiquer. Et cela va devenir un paramètre à prendre en compte dans leur budget mensuel. Ils devront choisir entre acheter du crédit Internet ou du crédit téléphonique. Sitôt annoncée, cette décision administrative a suscité une levée de boucliers très politique sur les réseaux sociaux. De nombreux citoyens ont accusé le gouvernement de vouloir contrôler l'information. Il va sans dire qu'ils peuvent essayer de mettre un frein à l'utilisation des réseaux sociaux et les contrôler jusqu'aux élections de 2018. Cette fronde contre l'augmentation des tarifs a obligé, contre toute attente, le gouvernement à battre prudemment en retraite. En mai 2013, le gouvernement ivoirien publiait un décret portant interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation et de l'utilisation des déchets plastiques en Côte d'Ivoire. Une décision qui est entrée en vigueur depuis le 8 novembre 2014. L'application du décret sur les sachets plastiques a été reportée pour laisser le temps aux entreprises productrices de cette matière d'évacuer leur stock. En Afrique, des pays comme le Rwanda sont cités en exemple pour avoir réussi cette transition. Ici, grâce au concours de jeunes entrepreneurs, on fabrique des sacs à l'aide de troncs de bananiers. J'ai rencontré un monsieur, un inventeur, qui proposait une nouvelle matière, c'est-à-dire la valorisation du tronc de bananier. Donc ensemble, on a travaillé sur le projet et qui a permis de passer des sacs en papier à des sacs 100% en tronc de bananier. Pour accroître son investissement, Rafiat Soulé a bénéficié d'un financement en participant à un concours initié à l'endroit de jeunes start-upers africains. J'ai participé à un concours qui s'appelait Champions and SME Africa Forum qui s'est déroulé au Kenya en 2015. Et c'est un concours qui donne l'opportunité aux jeunes start-up de montrer leur savoir-faire. Et j'ai eu à le faire. J'ai remporté un prix de $10,000. Aujourd'hui, avec une capacité de production de 500 sacs par jour, elle commercialise la marque Fiouet dans le secteur des emballages écologiques. Pour se lancer dans l'entrepreneuriat, ce que je peux dire, surtout en Afrique, il faut voir d'abord ce qu'on peut apporter à la communauté. Lorsqu'on voit ce qu'on peut apporter à la communauté, c'est comme du carburant, c'est ce qui nous amène à avancer. Parce qu'il ne s'agit plus de nous, des difficultés que nous, on peut avoir. Le manque d'accès au financement constitue une contrainte majeure pour la croissance des petites et moyennes entreprises en Afrique subsaharienne, mais limite aussi de façon significative la création d'emplois.
Aujourd'hui, beaucoup de jeunes ont compris la nécessité de s'engager, quel que soit l'apport initial. Le Forum économique de Davos a réuni l'élite du secteur économique en Suisse. Pour la circonstance, le Premier ministre britannique tentait de rassurer les différents partenaires économiques du Royaume-Uni sur la décision de plusieurs banques de déplacer des milliers d'emplois hors de la City en raison du Brexit. Je veux que le Royaume-Uni sorte de cette expérience de changement en tant que véritable Grande-Bretagne. D'une part, en étant le meilleur ami et voisin de nos partenaires européens, mais aussi en étant un pays qui dépasse les frontières de l'Europe. Je suis heureuse que nous ayons déjà commencé les discussions sur les futures relations commerciales avec des pays comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Inde, tandis que des pays comme la Chine, le Brésil et les pays du Golfe ont déjà exprimé leur intérêt à conclure des accords commerciaux avec nous. Gulf states have already expressed their interest in striking trade deals with us. 2 jours avant Davos, Theresa May exposait sa stratégie pour les négociations sur la sortie de l'Union européenne marquée par le choix de quitter le marché unique. La chef du gouvernement conservateur britannique a surtout voulu rassurer le monde des affaires en affirmant que son pays resterait la grande nation marchande mondiale qu'elle est par instinct. Des centaines de milliers d'Américains obligés de quitter leur maison, Wall Street qui chavire et un marché du travail en chute libre, la crise est au plus haut quand Barack Obama prend ses fonctions en 2009. Notre croissance chutait de 8%, ce qui est énorme. C'est ce qu'on peut appeler un cauchemar. Nous perdions des centaines et des centaines de milliers d'emplois chaque mois. Pendant le premier trimestre 2009, nous avons perdu plus de 2 millions d'emplois. Ça donne une idée de l'ampleur de la récession. Barack Obama lance un grand plan de relance. Il autorise le gouvernement à dépenser plus de 800 milliards de dollars. Le chômage commence à baisser à la fin de sa première année au pouvoir et les créations d'emplois se poursuivent pendant plus de 6 ans, un record. La croissance économique américaine dépasse alors celle de tous les autres pays développés. Il est assez difficile de trouver des statistiques macroéconomiques qui contredisent le côté positif de l'économie américaine, en particulier si l'on compare à nos voisins américains. Cela dit, et c'est important surtout pour les conséquences de l'élection, cela ne veut pas dire que tout le monde bénéficie de cette vision macroéconomique. De nombreux Américains ont quitté le marché du travail. Le revenu moyen est inférieur de 4 000 $ par an à ce qu'il était lorsque Bill Clinton a quitté ses fonctions. Le pouvoir d'achat est en baisse et les emplois précaires en hausse. Regardez cet endroit. Où peuvent aller tous ces jeunes après l'école? Ils n'ont pas de travail. Je me suis tuée au travail toute ma vie. Mon mari vient de faire un infarctus et je me suis fait virer. Cette colère, Trump l'a bien comprise. Il promet de retoquer presque toutes les mesures prises par Barack Obama en 8 ans à la Maison-Blanche. Mais il y a une chose qu'on ne peut retirer au président sortant, c'est d'avoir réussi à transformer une récession en un taux d'emploi record.